Bonjour, je commence donc cette séance par la phonétique pour terminer le parcours sur l'évolution médiévale et vous permettre ainsi d'avoir tout le matériel à votre disposition pour la révision et pour vos éventuelles questions que vous pouvez me poser avec tous les moyens que je vous ai déjà dit. Je reprends donc immédiatement la fiche sur laquelle on s'était arrêté pendant la dernière séance qui concernait les groupes de consonnes internes. Alors, on avait vu en principe dans tous les groupes de consonnes internes, les groupes se simplifiaient, c'est-à-dire que où il y a deux consonnes, en principe, il en reste une selon les principes que vous pouvez voir dans la fiche et sur lesquels je ne reviens pas. Euh, Important de souligner aussi que assez tôt, 11e, 2e siècle, 11e, 12e siècle, pardon, le S suivi par une consonne non palatale perd sa valeur phonétique, donc on ne le prononce pas, même s'il reste en principe au niveau graphique, et cela à peu près jusqu'au XVIIe siècle. On commence au XVIIe siècle à éliminer le S aussi du point de vue graphique et à introduire l'accent circonflexe. Il y a une autre fiche qui concerne les groupes de consonnes et c'est la suivante, donc je vais rapidement la commenter. Cela concerne l'évolution vélaire à l'intérieur d'un mot. Donc on avait déjà vu ça vers la fin du mot où il y a le L suivi par le S du pluriel, par exemple, mais aussi à l'intérieur du mot, le L suivi par une consonne va vélariser et devenir donc U, comme dans les exemples que vous voyez affichés. Donc, alba qui devient aube et collocare que, suite à la chute de la voyelle prétonique, le L se trouve en contact avec le C et donc L suivi par consonne vélarise aussi. Cas spécial, après I et U, les voyelles extrêmes, donc le L suivi par consonne disparaît, donc ne laisse pas de traces. Je ne vais pas tout dire sur les groupes de consonnes, ça serait trop compliqué et trop long, donc je me limite à quelques informations. Il y en a une qui est particulièrement importante, intéressante, c'est-à-dire que lorsque, à cause de la chute d'une voyelle, les deux consonnes qui se trouvent en contact ne sont pas de la même nature et donc ça pose un problème de prononciation, on va introduire une consonne de transition qui partage la nature des deux consonnes qui sont à côté et qui facilite donc la transition et la prononciation. Vous voyez les exemples là. ML, évidemment, si vous devez prononcer ML de suite, ce n'est pas facile, mais si on introduit un B, qui est une voyelle, une consonne, pardon, euh, bilabiale, qui a donc un trait commun avec le M, qui est bilabial aussi, cela facilite la transition vers le L. Donc, sans blé, vous voyez qu'il est plus facile de le prononcer. Même chose pour d'autres consonnes qui sont difficiles à prononcer ensemble, MR, NR, ainsi de suite. On va introduire une consonne de transition pour faciliter la prononciation. Ça s'appelle consonne euphonique, c'est-à-dire pour améliorer la prononciation. Avec ça, j'ai fini la partie concernant les groupes de consonnes et il nous reste à voir d'autres consonnes dans des positions spéciales, notamment les consonnes en position finale. Je commence par les consonnes en position finale latine. Il faut que je fasse une distinction de ce point de vue-là, je l'ai déjà anticipé, mais je le répète. Donc, pour reconstruire l'évolution d'un mot, il faut partir de la forme latine. Or, tous les mots latins, à cause de la déclinaison, se terminent en principe par une consonne. Donc, cette consonne finale latine est en principe très faible et est éliminée à l'oral déjà à l'époque du latin classique et effacée complètement dans la période gallo-romane, c'est-à-dire les 2-3 premiers siècles après Jésus-Christ. Le M en particulier est très faible et est éliminé très rapidement à la fin d'un mot latin.
sauf dans les monosyllabes où, comme vous voyez, est réduit à N. Les autres consonnes sont un peu plus résistantes, notamment le S. Le S a une valeur morphologique, comme je vous ai déjà dit, c'est-à-dire le S sert pour indiquer le pluriel en tout cas, et dans la déclinaison bicasuelle, le S euh, marque aussi le sujet pour le distinguer du complément. Donc le S est prononcé et bien sûr écrit aussi jusqu'au XIIIe siècle. Et il est maintenu dans la graphie, même de nos jours, pour ce qui concerne le pluriel, même s'il n'est plus prononcé. C'est justement ce S qui résiste à la fin du mot qui provoque la vélarisation du L au pluriel, parce que le L se trouve en contact avec le S. Le T, qui a aussi en principe une fonction morphologique, c'est la terminaison de certaines formes verbales, disparaît à partir du XIIe siècle, sauf s'il est précédé d'une autre consonne, comme vous voyez dans l'exemple. Alors, par contre, quand l'évolution avance, donc normalement, comme je vous ai déjà dit, le mot latin, la première évolution concerne la consonne finale, c'est ce qu'on vient de voir, qui va disparaître. Ensuite, il y a l'élimination de toutes les voyelles finales latines à l'exclusion du A, comme on a vu. Et ce qui reste, donc normalement, il reste une consonne après l'élimination de la consonne finale latine et de la voyelle finale latine. Cette consonne, on l'appelle consonne finale romane. Donc, quelle est l'évolution des consonnes finales romanes? Les consonnes de type sonore, c'est-à-dire qui font vibrer les cordes vocales, s'assourdissent parce qu'on ne peut pas terminer un mot sur une consonne sonore, évidemment. Donc, vous voyez l'exemple, navem, on élimine le M, consonne finale latine, on élimine le E, voyelle finale latine. Ce qui reste au fond du mot est un V, qui est une consonne sonore. On la transforme dans la correspondante consonne sourde, c'est-à-dire un F. Vous voyez que les deux V dans l'exemple sont transformés en F, ainsi que le B de trabem et orbu, qui sont transformés en F dans le cas de trabem, tref, ou en P dans le cas de orbu. Même chose pour le P, qui est déjà en principe une consonne sourde, mais il ne faut pas oublier que dans le cas de caput, ce P qui se trouve en position intervocalique évolue jusqu'à V, d'où le fait que quand ce V se trouve en position finale, on le retransforme en consonne sourde et donc en F. Dans Campum, par contre, le P est en position forte, donc en contact avec une autre consonne, et il est conservé tel quel. Les consonnes dentales et vélaires disparaissent par contre si elles ne sont pas précédées d'une autre consonne. C'est l'exemple que vous avez affiché. Donc les consonnes dentales, ce sont le D et le T. Et comme vous voyez, ce D et ce T disparaissent, sauf si, comme dans le cas de grandem, ils sont en contact avec une autre consonne. Même chose pour les vélaires, comme le C et le G, qui se comportent exactement de la même manière. Alors, une deuxième série d'effacements affecte les autres consonnes dans une période plus tardive, c'est-à-dire à partir du XIIIe jusqu'au XVIe siècle. Mais on verra ça dans le détail quand on parlera justement du moyen français et du XVIe siècle. Dans le cas de monosyllabes, comme on a déjà vu dans le cas de consonne finale latine, le M est transformé en N. Cela en ancien français. Après, par la suite, il y a d'autres évolutions. Par exemple, dans le cas de l'exemple que vous avez, nomen, en ancien français, on a non avec un N final. Mais ensuite, à cause de la restauration d'une graphie plus proche du latin, on réintroduit le M. C'est la raison pour laquelle, en français moderne, vous avez le M justement dans non.
pour finir, et cela est assez important, pour les groupes qui se forment après la chute de la voyelle finale, par exemple, vous voyez natos, le S à la fin est résistant, donc il est conservé, mais le O, voyelle finale, tombe. Donc le T se trouve en contact avec le S. Ce groupe TS est écrit Z. Donc c'est une sorte d'abréviation, encore une fois. Comme on avait vu que le X dans les manuscrits médiévaux était l'abréviation de US, ainsi le Z dans les manuscrits médiévaux est une abréviation pour TS. Sauf que ce Z est souvent conservé aussi dans la graphie moderne pour indiquer la prononciation justement d'un TS final. Voilà. Alors, il nous reste à voir, j'ai déplacé, je vous la montre encore ici, j'ai déplacé cette fiche qui est très importante, qui vous montre les différentes phases chronologiques de l'évolution phonétique. Je l'ai déplacée à la fin de l'évolution pour vous permettre de reprendre tous les phénomènes et de les remettre dans l'ordre chronologique correct. Comme vous voyez là, il y a toutes les étapes. Il n'y a pas tous les phénomènes, évidemment, mais une bonne partie des phénomènes les plus importants sont reproduits dans cette fiche dans l'ordre chronologique avec la période d'application, en principe. Cela vous permettra de évidemment rétablir les différentes étapes de l'évolution phonétique. Alors, une chose très importante, dans le fichier que je vais vous déposer sur Moodle, à la suite de cette fiche, vous trouverez une autre fiche qui concerne les phénomènes phonétiques du moyen français et que je commenterai dans la prochaine séance quand on s'occupera du moyen français. Mais à la suite, j'ai ajouté aussi une série de fiches concernant l'évolution d'un mot spécifique. Je vous donne juste un exemple, l'exemple du mot castellum, parce que justement, il y a des gens qui m'ont posé des questions à propos de la vélarisation et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de vous donner des exemples d'évolution avec toutes les étapes successives qui amènent jusqu'à la forme du français moderne. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est le fait que, évidemment, prenons l'exemple du phénomène de la vélarisation. Alors, c'est clair, il faut partir du mot latin. Mais attention, parce que si vous prenez le mot latin, dans ce cas, vous voyez que le L n'est pas en contact avec une consonne, au pluriel. Donc, il n'y aurait pas de vélarisation. Donc, il faut établir la priorité des phénomènes d'évolution pour arriver à comprendre qu'à un moment donné, pendant l'évolution, le L se trouve en contact avec le S final. Donc, la vélarisation peut avoir lieu. Alors, je vous montre dans le détail l'évolution de ce mot. Après, je vous laisse regarder les autres fiches avec d'autres mots. J'ai essayé de vous donner des mots qui vous montrent un peu tous les phénomènes fondamentaux de l'évolution phonétique. Alors là, vous avez castellum qui est le singulier et castellos qui est le pluriel. Le premier phénomène qui se produit est, comme je vous ai dit, la chute du M final. Cela déjà au 1er siècle. Par contre, le S, je vous rappelle, est plus résistant et donc il est conservé. Ensuite, deuxième étape, il y a la palatalisation du C vélaire suivi par A, donc le C initial. Au 5e siècle, il y a cette palatalisation et vous voyez que dans la graphie, on utilise un H pour marquer la prononciation qui est d'abord ch et ensuite ch comme en français moderne. Donc ça c'est la deuxième étape, la palatalisation du C. Ensuite, au 6e, 7e siècle, il y a une simplification de la double consonne L. Donc toutes les doubles consonnes, je vous l'ai dit, se simplifient en principe. Et puis, seulement au 7e siècle, il y a la chute de toutes les voyelles finales à l'exclusion de A. Donc, c'est à ce moment-là, au 7e siècle, que le L
au pluriel se trouvera en contact avec le S, comme vous le voyez. Donc, à ce moment-là, au 7e siècle, on se trouve dans la condition favorable pour la vélarisation du L. Et en fait, l'étape suivante est justement la vélarisation du L plus consonne qui a lieu assez tard, au 12e siècle. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de vélarisation au singulier, puisque le L est final et n'est pas suivi par une consonne. Il y a par contre vélarisation au pluriel à cause de la présence du S. Étape suivante, c'est l'amuissement du S, justement, du S plus consonne centrale. D'abord dans la prononciation, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis le S entre parenthèses carrées, parce que dans la graphie, vous le trouvez toujours au 12e, 13e, 14e même siècle, mais déjà à partir du 12e siècle, ce S n'est plus prononcé. Donc la prononciation correcte de ce mot en ancien français au 12e, 13e siècle sera Châtel, sans le S, même si le S est toujours présent dans la graphie. Puis finalement, nous avons, ce dont on a déjà parlé, l'adoption de la graphie X, qui est une ancienne abréviation pour US, US, et cela entre le 14e et 16e siècle. Donc vous commencerez à trouver dans cette période la graphie avec X final. Et puis, pour finir, donc dernière étape de l'évolution, avant-dernière plutôt, une modification analogique du singulier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans certains mots, ce n'est pas le cas, par exemple, pour cheval, chevaux, comme je vous ai dit. Mais dans certains cas, le fait qu'il y a une terminaison différente avec elle au singulier et sans elle au pluriel dérange. Et donc, on essaye de assimiler les deux formes par voie d'analogie. Donc, on reconstruit une forme du singulier basée sur la forme du pluriel. Donc, sans le X final, mais au lieu du L, on adopte la graphie EAU, donc O, comme pour le pluriel. Et puis, finalement, on arrive à la toute dernière étape de l'évolution qui est exclusivement graphique. Donc, au XVIe siècle, déjà, la forme au niveau de la prononciation est exactement coïncidente avec la forme moderne. Donc, on dit château. Mais seulement au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a l'élimination graphique de ce A qui n'était déjà pas prononcé et qui est remplacé, disons, par un accent circonflexe qui indique l'allongement de la voyelle. Donc c'est entre XVIIe et XVIIIe siècle que vous avez l'introduction de l'accent circonflexe et donc de la graphie moderne. Voilà, alors c'est tout pour la partie phonétique pour cette séance. Et donc, dans la prochaine vidéo, on s'occupera de conclure, disons, l'histoire externe du français médiéval en connexion avec les fiches lexicales parce que je voudrais me concentrer sur une question lexicale. Merci.